Bonjour et bienvenue à la séance d'aujourd'hui. Recommandations provisoires en matière de PCI concernant l'utilisation de l'équipement de protection individuelle pour la prise en charge de cas confirmés ou suspectés de COVID-19. Je m'appelle Tim Cronsberry, je suis gestionnaire du programme de prévention et de contrôle des infections à Santé publique Ontario. Je serai le modérateur aujourd'hui. Ce webinaire s'adresse spécifiquement au Bureau de santé publique. Son contenu reflètera donc le rapport technique sur lequel le webinaire est fondé. Il examinera les détails de ce contenu et ses répercussions sur les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite, ainsi que sur les établissements de soins actifs, et la façon dont cela pourrait aider les bureaux de santé publique et d'autres intervenants à soutenir ces acteurs. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif. Il y a une fenêtre de questions et réponses dans la plateforme Zoom. Si vous avez une question pendant la présentation, vous pouvez l'entrer dans cette fenêtre de questions et réponses. Nous répondrons à ces questions à la fin. Il y a beaucoup de temps à la fin de la présentation pour les questions et réponses. J'espère que nous pourrons répondre à toutes vos questions. En cas de difficultés techniques pendant la présentation, envoyez un courriel à notre équipe de renforcement des capacités, qui peut vous aider à résoudre le problème. Vous trouverez son adresse courriel dans la fenêtre de clavardage. Nous accueillons deux présentatrices aujourd'hui. La Dr Michelle Science est l'une de nos médecins en PCI à Santé publique Ontario. Et Sandra Callery est conseillère principale en PCI au service de la protection de la santé de Santé publique Ontario. Sur ce, commençons la présentation. Voici les conditions d'utilisation. Comme vous le savez, les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles. On s'efforce vraiment de répondre aux besoins de nos intervenants en nous fondant sur les données disponibles. Avant d'aller plus loin, on a une question de sondage. Vous la verrez à l'écran devant vous. Avez-vous passé en revue les directives provisoires relatives à l'EPI ou le rapport technique sur lequel est fondé ce webinaire? Veuillez choisir une des options. Merci beaucoup. Alors, un pourcentage important, soit 76 d'entre vous, ont examiné les directives provisoires sur l'EPI, ce qui est excellent. Cela vous aidera à réfléchir aux questions que vous pourriez avoir au sujet de ce matériel. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de les consulter, j'espère que ce webinaire vous aidera à comprendre une partie du matériel et à prendre connaissance des nouveautés. Voici les objectifs de la séance. Décrire les mesures de protection nécessaires lors de la prise en charge des cas suspectés ou confirmés d'infection à la COVID-19. Discuter de l'utilisation de l'équipement de protection individuelle et d'autres mesures de PCI en fonction d'une évaluation des risques personnels et déterminer la mise en œuvre de tout changement nécessaire dans le milieu de soins. Et le milieu de soins dont on parle ici est à la fois les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les établissements de soins actifs. Je cède la parole à Dr Science qui va lancer la présentation. D'accord, merci beaucoup, Tim. Je vais commencer par parler très brièvement des variants préoccupants. Je n'ai probablement pas besoin de donner trop de détails à notre auditoire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Excellent. Les variants sont des virus qui ont changé ou muté, ce qui se produit couramment avec les coronavirus. Un variant devient un variant préoccupant ou VP lorsque ces changements ont une incidence clinique ou sur la santé publique qui affecte sa transmissibilité, sa virulence, l'efficacité vaccinale ou le test de diagnostic, ou une combinaison de ces facteurs. Le document à gauche, ici, provient de SPO et du CCPMI et fournit des orientations ou directives provisoires pour la prévention et le contrôle des infections des variants préoccupants du SRAS-CoV-2 dans les établissements de soins de santé. Passons maintenant au plus récent variant préoccupant, le variant Omicron, ou B11529.
L'Organisation mondiale de la santé l'a désigné VP le 26 novembre 2021. Sa détection en Afrique du Sud a coïncidé avec une augmentation rapide de l'incidence de la COVID-19 et des taux de positivité. Dans cette région, seulement 24 de la population admissible est pleinement vaccinée. Comparativement aux autres VP, il porte le nombre le plus élevé de nouvelles mutations. On est encore en train d'apprendre la signification de ces mutations. Au 17 décembre 2021, la plupart des cas étaient probablement infectés par le variant Omicron. Diapo suivant. Ce graphique montre les cas confirmés de COVID-19 avec un variant préoccupant du 31 octobre au 20 décembre 2021. Les barres rouges représentent le variant Delta. Les barres bleues claires sont les variants avec un échec de la cible du gène S, ce qui correspond au variant Omicron. Voici un peu plus d'informations sur ce que nous savons au sujet du variant Omicron. Des données très préliminaires indiquent une transmissibilité accrue et une efficacité vaccinale réduite. Les mécanismes de cette transmissibilité accrue ne sont pas clairs. On ne sait pas pour le moment si les particules respiratoires contiennent plus de virus infectieux. Cela pourrait expliquer la plus grande transmissibilité. Et le dernier point concerne l'efficacité vaccinale amoindrie, qui suggère que pour toute exposition donnée, il y a une plus grande probabilité d'infection. Avant de présenter les changements dans le rapport technique, on veut vous fournir des renseignements généraux sur ces deux termes, la transmission par voie aérienne et la transmission opportuniste par aérosol. Dans la communauté de la prévention et contrôle des infections, PCI, le terme « par voie aérienne » a un sens bien défini. Il décrit les infections transmises efficacement par l'inhalation d'aérosols qui demeurent en suspension dans l'air pendant une longue période ou dans des courants d'air qui parcourent de longues distances. Lorsqu'on parle de transmission opportuniste par aérosol, on parle en fait d'une transmission qui se produit dans la bonne combinaison de conditions. Ainsi, par exemple, un espace mal ventilé et une quantité suffisante de virus infectieux expulsés. Autrement dit, cette transmission se produit moins souvent et moins efficacement, mais peut se produire si les bonnes circonstances sont réunies. Sandra va maintenant passer en revue les directives provisoires mises à jour. Merci beaucoup, Dr. Science. Diapositive suivante. Je vous rappelle qu'on vient de mettre à jour notre rapport technique. On a des recommandations provisoires pour le pays. Comme mentionné, au cours de la pandémie, au cours des 2 dernières années, on a surveillé la façon dont nos mesures de protection, notre équipement de protection individuelle ont fonctionné et ce qui a été efficace. Et on le surveille avec tous les variants préoccupants. On est maintenant confronté à Omicron et on continue de surveiller de près la façon dont nos pratiques et nos mesures de précaution fonctionnent. Dans cette optique, on a examiné notre rapport technique et cherché à déterminer quels changements supplémentaires provisoires il faudrait peut-être apporter aux mesures de protection. Comme mentionné ici, on voulait examiner l'équipement de protection individuelle pour ceux qui sont en contact direct avec des patients ou résidents dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée. Diapositive suivante. Comme je l'ai mentionné, il est important de savoir que l'une des choses que l'on a surveillées au cours de la pandémie, c'est l'utilisation des masques et des respirateurs.
Il y a en fait peu de données probantes montrant que les respirateurs N95 sont mieux que les masques médicaux lors de la prise en charge de patients dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée. Je dis cela par rapport aux précédents variants préoccupants que l'on a surveillés de près au cours de la pandémie. Comme Omicron est nouveau pour nous et que l'on continue de surveiller la situation, il est prudent d'examiner de plus près ce que l'on devrait fournir à nos travailleurs de la santé. Compte tenu de l'impact indéterminé d'Omicron à ce stade, notre rapport technique décrit l'équipement de protection individuelle d'une façon légèrement différente que par le passé. On recommande maintenant le respirateur N95, les gants, la blouse et la protection oculaire pour ceux qui prodiguent des soins directs à des patients ou résidents dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée. Je pense qu'il est important de noter qu'au bas de la diapositive, la directive numéro 5. Je vais présenter les recommandations de SPO et la façon dont on a suivi la science. Mais nous savons tous que la directive numéro 5 du ministère de la Santé est la norme de base provinciale à suivre. Diapositive suivante. Examinons de plus près les changements apportés à l'équipement de protection individuelle. Dans un établissement de soins de longue durée, pour les soins directs fournis aux résidents dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée, on avait recommandé un masque médical, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Nos recommandations provisoires sont un respirateur N95 ajusté avec une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Mais comme il y a peu de données probantes démontrant que cela fait une différence, au besoin, en fonction d'une évaluation des risques, on peut utiliser un masque médical ou un respirateur N95 non ajusté ou l'équivalent. Mais cela doit tenir compte de votre évaluation des risques personnels. La blouse d'isolement, les gants et la protection oculaire restent en place. Ces recommandations de SPO sont fondées sur des données probantes, mais la directive 5 est la norme à suivre. Diapositive suivante. Dans le cas d'une intervention médicale générant des aérosols, le plus souvent effectuée dans les établissements de soins de longue durée, les gens connaissent bien l'équipement de CPAP ou l'aspiration ouverte, par exemple. On a recommandé l'EPI suivant pour ces types d'interventions. Un respirateur N95 ajusté, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Il faut effectuer les interventions dans une chambre individuelle dont la porte est fermée et limiter au minimum le nombre de personnes dans la pièce durant l'intervention. Donc, il n'y a pas vraiment de changement dans les recommandations provisoires. Examinons un autre scénario. Pour les préposés au service de nettoyage de l'environnement qui entrent dans la chambre d'un résident dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée, on recommandait un masque médical, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Nos recommandations provisoires, surtout lorsque les préposés au service de nettoyage de l'environnement nettoient la chambre et l'espace entourant le milieu de soins du résident, sont un respirateur N95 ajusté avec une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Encore une fois, selon l'évaluation des risques, on croit qu'il serait acceptable de porter un masque médical bien ajusté qui s'adapte parfaitement au visage ou un respirateur non ajusté ou l'équivalent, ainsi qu'une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Le prochain scénario concerne les visiteurs.
On recommandait auparavant que les visiteurs portent un masque médical, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire, et de limiter au minimum le nombre de visiteurs dans les chambres ayant des cas confirmés ou suspectés de COVID-19. Nos recommandations provisoires continuent d'être un masque médical ou un respirateur N95 non ajusté qui s'ajuste parfaitement au visage, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire, et de limiter l'accès à ceux qui fournissent des soins essentiels. Tous les foyers devraient envisager la possibilité de restreindre l'accès aux personnes entièrement vaccinées ou d'encourager cette pratique. On a une autre question de sondage. Vous êtes sur le point d'administrer des soins de continence à un résident dont la COVID-19 est confirmée. Quel EPI est recommandé pour cette tâche? Indiquez votre choix dans le sondage. Alors, oui, la majorité ont choisi le respirateur N95 avec des gants, une blouse et une protection oculaire. C'était la réponse voulue. Ce n'était pas une question piège. Mais on veut souligner ici que même si on est entièrement préoccupé par la COVID-19 et les vêtements de protection contre cette maladie infectieuse en particulier, il est important de se rappeler que l'on veut aussi que nos travailleurs de la santé soient protégés contre l'exposition au sang et aux liquides organiques. Il est donc important de se rappeler toutes les autres pratiques courantes qui devraient être en place. J'entends par là, par exemple, les gants lorsque vous administrez des soins de continence et l'hygiène des mains et le remplacement des gants. Merci de le faire. Passons maintenant aux directives provisoires pour les hôpitaux et les établissements pour patients hospitalisés. Pour les soins directs aux patients dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée, on recommandait un masque médical, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Nos directives provisoires recommandent un respirateur N95 ajusté avec une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. En fonction de l'organisme et de l'évaluation des risques, le pays acceptable inclut un masque médical ou un N95 non ajusté ou l'équivalent, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Comme mentionné, SPO continuera de surveiller l'épidémiologie ainsi que ce que l'on observe dans les éclosions et la transmission afin d'identifier des changements dans les recommandations concernant l'équipement de protection individuelle. Pendant les interventions générant des aérosols dans les établissements de soins actifs pour les cas suspectés ou confirmés, on recommandait précédemment un respirateur N95 ajusté, ainsi qu'une blouse, des gants et une protection oculaire, et une chambre à pression négative, si disponible. Il n'y a aucun changement dans les recommandations provisoires pour traiter le variant Omicron. Le prochain scénario est celui d'un préposé au service de nettoyage de l'environnement qui entre dans la chambre d'un patient dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée. Auparavant, on recommandait un masque médical, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Maintenant, pour ce préposé, notre recommandation provisoire est d'utiliser un respirateur N95 ajusté, ainsi qu'une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Et cela dépend en grande partie du temps passé dans la chambre et de son interaction avec le patient, ainsi que du milieu du patient et du milieu de soins. Toutes ces choses entrent en jeu. Diapositive suivante.
Pour les visiteurs qui entrent dans la chambre d'un patient, les recommandations ressemblent à celles de nos établissements de soins de longue durée. On recommandait le masque médical et les autres vêtements de protection, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. On recommandait aussi de limiter au minimum le nombre de visiteurs. Nos recommandations provisoires sont un masque médical ou un respirateur non ajusté, une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Il faut limiter l'accès aux personnes prodiguant des soins essentiels. Il est recommandé d'imposer un peu plus de restrictions quant au nombre de visiteurs et de restreindre l'accès aux personnes entièrement vaccinées. Un autre scénario pour les soins actifs qui revient souvent concerne le triage, c'est-à-dire le dépistage préliminaire des patients au point d'entrée. If able to maintain spatial distancing, we had, and with barriers, we had previously recommended routine practices. Otherwise, we had recommended PPE and the medical mask, isolation gown, gloves, eye protection. Nos directives provisoires recommandent de maintenir, si possible, une distance spatiale ou séparée par une barrière physique et d'utiliser des mesures de précaution de base. Mais sinon, il est recommandé de porter un masque médical ou un respirateur N95 non ajusté ou l'équivalent, ainsi qu'une blouse d'isolement, des gants et une protection oculaire. Il est important de noter qu'à ce stade, le patient qui se présente aurait dû recevoir un masque médical. Et ceux qui accompagnent le patient, comme un soignant, devraient aussi recevoir un masque médical lors du dépistage d'un patient dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée. En plus de ce qui précède, il faut fournir à ce patient un masque médical s'il peut le tolérer. Et il doit pratiquer l'hygiène des mains devant la personne au bureau de triage. Il s'agit d'être très vigilant et de s'assurer que ceux qui se présentent au bureau de triage portent un masque médical et qu'il y a, dans la mesure du possible, une séparation à l'aide d'une barrière physique. On a une autre question de sondage. Des infirmières sont sur le point d'effectuer une intervention aseptique sur un patient hospitalisé dont la COVID-19 est confirmée. Quel pays est recommandé pour cette tâche? Il y a 3 choix. Oui, la réponse est le respirateur N95 parce qu'il s'agit d'un cas positif de COVID-19. Gants, blouse, protection oculaire. Et comme il s'agit d'une intervention aseptique, je vais insister sur l'importance de pratiquer l'hygiène des mains avant de mettre les gants. Et les gants doivent être propres. Une paire de gants propres pour cette intervention aseptique. Mettre les gants et pratiquer l'hygiène des mains, puis retirer les gants et pratiquer l'hygiène des mains à la fin de la tâche. Merci d'avoir répondu au sondage. Je cède maintenant la parole à la Dr. Science, qui va parler des mesures de PCI et de l'évaluation des risques. D'accord, merci beaucoup, Sandra. Comme mentionné, je vais parler de certaines mesures de PCI et de l'évaluation des risques personnels. Vous avez probablement déjà vu ce diagramme. Il s'agit de la hiérarchie des mesures de contrôle du Center of Disease Control. C'est une approche pour limiter les dangers en milieu de travail. Elle décrit des méthodes multidimensionnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Les stratégies les plus efficaces sont au sommet de cette pyramide. Elles correspondent à l'élimination du danger. Puis il y a la substitution, les mesures d'ingénierie, les mesures administratives et l'équipement de protection individuelle. Pour le SRAS-CoV-2, les mesures d'ingénierie comprennent des gestes comme la ventilation, le nettoyage et la désinfection.
Les mesures administratives comprennent la distanciation physique, l'optimisation du déplacement des patients et les programmes de vaccination. Et au bas, mais ça reste important, il y a l'équipement de protection individuelle, c'est-à-dire les masques, les respirateurs, les blouses, les gants et la protection oculaire. Même si l'équipement de protection individuelle se trouve au bas de la pyramide, il est tout de même important de s'assurer que les gens l'utilisent correctement. Vous savez probablement comment bien porter un masque. Il faut s'assurer qu'il couvre bien la bouche et le nez et qu'il n'y a pas d'interstice, donc pas d'espace sur les côtés ou en haut du masque. Vous pouvez voir les images à gauche qui montrent les choses à ne pas faire. Les images à droite montrent la bonne façon de porter un masque médical. Alors, l'évaluation des risques personnels. Cette évaluation prend en compte la tâche à effectuer, les interactions avec les autres et l'environnement. Elle doit absolument être faite par un travailleur de la santé avant toute interaction ou tâche avec un patient afin qu'il puisse déterminer son risque d'exposition à une infection et se protéger de façon appropriée. L'évaluation lui permet de choisir l'équipement de protection individuelle approprié pour sa protection, ainsi que celle des autres employés lors de l'interaction avec le patient et son environnement. Il est donc très important que les travailleurs de la santé reçoivent de la formation sur la bonne exécution d'une évaluation des risques pour pouvoir la faire de la bonne manière. Pour le SRAS-CoV-2, certains des facteurs de risque peuvent accroître la probabilité de transmission et d'infection et doivent être pris en considération par le travailleur de la santé dans son évaluation des risques personnels. Il y a son propre statut vaccinal, s'il est vacciné ou non, s'il a reçu 2 ou 3 doses par rapport à une seule dose, et le niveau de protection que cela procure. Ensuite, il y a les facteurs liés aux résidents ou aux patients. Les patients qui sont incapables de porter le masque pour contrôler la source présentent un risque plus élevé que ceux qui peuvent le faire. Et ensuite, le résident ou le patient est-il vacciné ou non? Et enfin, il y a l'interaction en soi. On continue de constater au cours de la pandémie que les contacts rapprochés et prolongés posent le plus grand risque de transmission. Ainsi, si vous êtes en contact étroit, donc à moins d'1 mètre, pendant une période prolongée, cela augmente le risque associé à cette interaction. Même chose si le travailleur de la santé effectue une intervention à haut risque. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Les interventions à haut risque comprennent, entre autres, des interventions médicales générant des aérosols, ou IMGA. Ces interventions ont été liées épidémiologiquement à un risque plus élevé de transmission. Il y a aussi d'autres interventions ayant des caractéristiques semblables à celles des IMGA, en ce sens qu'elles sont à proximité des voies respiratoires d'une personne, entre autres. Pour ces interventions à haut risque, vous pouvez envisager un respirateur N95. Les IMGA exigent au minimum le port du N95 comme protection. Diapo suivant. Bon, passons maintenant à une autre question de sondage. Selon la hiérarchie des mesures de contrôle, laquelle est la plus efficace? Choisissez une seule réponse. Il y a les mesures d'ingénierie, soit la ventilation, le nettoyage et la désinfection, les mesures administratives, qui comprennent la distanciation physique, le déplacement des patients et la vaccination. L'équipement de protection individuelle comprend les masques, les respirateurs, les blouses, les gants et la protection oculaire. D'accord, excellent. Beaucoup d'entre vous ont choisi la bonne réponse. Les mesures d'ingénierie se situent plus haut dans la hiérarchie des mesures de contrôle, avant les mesures administratives et l'équipement de protection individuelle. D'accord, et revoici Sandra. Merci. On parle maintenant un peu plus de multiples niveaux de prévention.
Comme mentionné, on a passé beaucoup de temps au cours des 2 dernières années à examiner l'épidémiologie ainsi que la transmission des maladies et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il est donc important de savoir que tous les différents niveaux de prévention recommandés jouent un rôle dans la réduction ou la prévention de la transmission. Je pense qu'il est très important de rappeler à nos travailleurs de la santé que le risque de COVID-19, c'est une pandémie après tout, nous a tous touchés dans notre vie personnelle et professionnelle. Mais il faut tout de même leur rappeler que le risque de COVID-19 ou d'infection ou d'exposition n'existe pas seulement en milieu de travail, mais aussi dans notre vie personnelle et dans la collectivité. Et parfois, on voit que les gens ont été très diligents, très consciencieux en milieu de travail, puis ils se détendent un peu lorsqu'ils quittent leur lieu de travail et rentrent chez eux. Il est donc important de leur rappeler que le risque d'exposition est aussi grand dans la collectivité en général que dans leur milieu de travail. La protection des travailleurs de la santé exige de multiples niveaux de prévention, tant dans la collectivité que dans le milieu de travail. Et tous ces niveaux, comme je l'ai dit, visent à réduire la transmission et s'appuient sur des données probantes. Les mesures de santé publique que vous connaissez très bien et encouragez, surtout la vaccination et d'autres mesures de prévention à de multiples niveaux, la distanciation physique, le port du masque, les tests de dépistage, le fait de rester à la maison lorsqu'on est malade, sont toutes des stratégies de prévention importantes. Mais parfois, à la maison et au travail, on devient très absorbé par ce qu'on fait et on oublie certains éléments qui pourraient aussi nous aider à nous protéger au travail. Ce sont les choses qu'il faut rappeler à tout le monde. Ici, on aime vraiment le modèle du fromage suisse. Il souligne tous les éléments clés qui sont si importants. L'hygiène des mains, le port du masque, bien sûr, semble être plus prononcé en ce moment en termes de ce que tout le monde pense. Mais la distanciation physique elle-même est très efficace. S'assurer d'être dans un endroit bien ventilé et de rester à la maison si on est malade. Et c'est une période où les gens, dans le tourbillon de la vie, ignorent souvent ces subtiles sensations, l'apparition de mal de tête, quelque chose qu'ils n'associent pas nécessairement à la COVID-19 immédiatement. Les gens doivent vraiment commencer à réfléchir lorsqu'ils ne se sentent pas bien et à rester chez eux lorsqu'ils sont malades. Et bien sûr, la vaccination joue un rôle incroyablement important dans la prévention de la transmission de cette maladie particulière. Il faut donc insister sur ce point. Mais les gens doivent savoir qu'il faut utiliser tous ces niveaux de façon cohérente, car c'est ça qui peut faire une différence pour nos propres résultats. Voici certaines des ressources que l'on a mises à votre disposition pour vous aider à rappeler ces choses aux gens et à leur rafraîchir la mémoire. Depuis 2 ans, les gens mettent et enlèvent de l'équipement de protection. Mais même les meilleurs d'entre nous, moi y compris, peuvent devenir un peu complaisants dans la façon dont on le fait si on le fait jour après jour. Il faut donc s'assurer que les gens gardent l'œil ouvert et qu'ils s'entraident en se rappelant de mettre et d'enlever l'EPI. Utiliser des cartes à fente si elles sont utiles. On a d'excellentes vidéos qui pourraient être très utiles sur la façon de mettre et d'enlever les respirateurs. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cet équipement de protection. Jetez un coup d'œil aux vidéos de SPO à ce sujet aussi. On a aussi fourni un lien à la dernière version de la directive numéro 5 dans la présentation. On sait aussi qu'il est important de pouvoir nous contacter pour poser d'autres questions. Voici les coordonnées pour communiquer avec nous si vous avez d'autres questions. Je cède maintenant la parole à Tim.
Mais je pense qu'il nous reste du temps pour les questions. Voici Tim. Oui, merci beaucoup, Sandra et Dr. Science. Passons maintenant à la période de questions. Certaines questions ont été posées au début de la présentation et je pense qu'on y a répondu dans le matériel qui a été présenté. On va aborder certaines des questions pour assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Quelques questions portent sur l'utilisation du masque dans différentes tâches et pour différents travailleurs de la santé dans ces milieux. Ce n'est donc pas tant les infirmières, les PSSP et les médecins, mais certains membres du personnel des services alimentaires et d'autres qui peuvent entrer dans la chambre ou en sortir. Je sais qu'une partie du contenu en a parlé, mais peut-on revenir rapidement sur cette question? Si une personne travaillant en alimentation entre dans la chambre d'une personne dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée, quel serait l'EPI requis? Je vais commencer et la Dr. Science pourra intervenir. On recommande aux personnes qui entrent dans la chambre d'une personne dont l'infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée de porter un respirateur N95 ajusté. Il est important de réfléchir à ce qu'on entend par là parce que le service de plateau repas varie parfois. Il se peut que le plateau soit laissé à la porte. Dans un foyer de soins de longue durée, il se peut que ce membre du personnel diététique installe le plateau repas au chevet du résident ou à l'endroit où il est assis. Il peut donc y avoir divers degrés. En gardant cela à l'esprit, il faut se demander si un masque médical bien ajusté, surtout si le travailleur ne fait que passer, est nécessaire. Mais s'il va passer du temps dans cette chambre ou s'il va aider à installer le plateau au chevet du résident, alors il doit porter un respirateur N95 ajusté. Dr. Science. Merci, Sandra. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le rapport technique mis à jour évoque les activités transitoires dans la chambre des patients, de l'entrée dans la chambre et du masque médical, vu la nature transitoire des entrées et des sorties de la chambre. Mais il faut consulter la directive 5 qui traite du respirateur N95 pour les soins directs aux patients et les interactions avec ceux-ci. Même s'il s'agit d'une situation transitoire et que le document indique que le risque est moins élevé en raison de sa nature brève, je dois me rapporter à la directive 5 en termes de ce qui est requis. Je vais poursuivre dans la même veine parce que le webinaire d'aujourd'hui s'adresse davantage au bureau de santé publique. Il y a une question dans le clavardage au sujet des cliniques de vaccination de masse. Celles-ci ont toujours été importantes, mais on leur accorde de plus en plus d'importance en raison du variant Omicron. Pouvez-vous commenter ça pour les infirmières de la santé publique et d'autres dans ce contexte de vaccination? Je peux commencer, Sandra, si cela vous convient. C'est une excellente question. Je veux souligner que ce rapport technique concerne vraiment les patients qui ont une infection au SRAS-CoV-2 suspectée ou confirmée. C'est-à-dire les gens qui sont symptomatiques ou qui ont été exposés et qui ne devraient pas se rendre aux cliniques de vaccination de masse dans la collectivité. C'est une différence que je veux signaler. La question liée aux directives sur le port du masque pour d'autres milieux revient souvent. Pour commencer, je veux attirer votre attention sur le récent résumé de preuves pertinentes concernant Omicron et le port du masque dans la collectivité. Le rapport souligne vraiment l'importance d'optimiser les ajustements et la filtration, ce qui peut être obtenu en portant un respirateur N95 ou KN95 non ajusté
ou un masque médical bien ajusté. Mais cela s'adresse au milieu communautaire. Pour répondre plus directement, on est en train d'élaborer un document sur le port du masque dans d'autres milieux de travail. Il sera publié à une date ultérieure. Mais Sandra, y a-t-il autre chose sur la clinique de vaccination? Non, je ne crois pas. Comme vous l'avez dit, les gens qui se présentent aux cliniques de vaccination doivent aussi s'auto-évaluer avant de venir. On leur pose aussi des questions à leur arrivée. Souvent, s'ils ne portent pas de masque ou s'ils portent un masque médical mal ajusté, en général, on leur donne un masque médical à utiliser à ce moment-là. Donc, on ne voit aucun changement pour ces types de milieux. Nos directives provisoires s'adressent aux personnes qui sont considérées comme étant exposées, à risque élevé, suspectes, présentant des symptômes, attendant une confirmation ou ayant reçu un diagnostic. D'accord. Merci d'avoir fourni ce contexte supplémentaire et présenté l'idée d'autres milieux. Je suis heureux d'apprendre que SPO élabore d'autres produits qui aideront les employés des bureaux de santé publique à répondre aux questions de ces autres milieux de travail. Alors, une autre question. C'est une question intéressante. Pourquoi les N95 maintenant? Docteur Science, vous avez passé en revue certaines des subtilités du variant Omicron. C'est probablement une bonne occasion de renforcer ce qui est différent maintenant et qui a mené à la recommandation modifiée de SPO concernant les respirateurs? Eh bien, je dirais d'abord que, parce que j'ai participé à l'élaboration des documents provisoires et du mémoire technique, ce que l'on surveille est un variant préoccupant très facilement transmissible. De plus, il est très nouveau pour nous en termes de savoir comment les choses vont se passer et dans quelle mesure notre propre équipement de protection individuelle et nos pratiques préviennent ou arrêtent la transmission. Ce sont les choses que nous voulons surveiller. Et il ne faut pas perdre de vue le mot que nous avons utilisé, provisoire. Et c'est en fait pour que l'on puisse recueillir plus de données probantes et plus d'informations pour savoir si ces mesures sont vraiment nécessaires ou si nos mesures jusqu'à présent seront acceptables, c'est-à-dire un bon masque médical et une bonne hygiène des mains. On sait aussi qu'avec ce variant, les 2 doses de notre vaccin ont eu une efficacité limitée. On n'a pas encore porté notre population à un niveau vaccinal qui pourrait offrir une protection supplémentaire. C'est l'autre aspect. Nous en sommes certainement à une étape provisoire de la surveillance de ce variant en particulier. Dr. Science? D'accord. Si vous lisez le rapport technique en détail, vous verrez que l'examen des données probantes a trouvé que la différence de protection entre les masques médicaux et les respirateurs devrait être marginale. Mais ces données datent du début de la pandémie et pour revenir à ce que disait Sandra, avec la transmissibilité accrue significative d'Omicron, il n'est pas clair si le changement est lié à une augmentation potentielle de l'infectiosité des aérosols comme explication possible. C'est pourquoi cette orientation provisoire est en place pendant que l'on recueille plus de renseignements, mais elle continuera d'être réévaluée à mesure qu'on en apprend davantage. D'accord. Merci. Quelques questions demandent de clarifier le terme « cas suspect ». On a dit suspecté, confirmé, probable. Je suppose que cela nous ramène à la période actuelle de l'année et peut-être plus encore dans les établissements de soins de longue durée, où il pourrait y avoir plus de trafic de résidents qui entrent et sortent et se rendent à des événements familiaux. Même si, avec le variant Omicron, il faudrait vraiment réfléchir à la nature de ces activités. Mais quoi qu'il en soit, dans ce contexte,
Cas suspect, si quelqu'un revient dans un foyer de soins de longue durée ou qu'un nouveau résident arrive et qu'il attend les résultats d'un test, est-ce que c'est ça, un cas suspect, ou y a-t-il un autre contexte qui s'appliquerait? Je vais commencer. Cette présentation et nos recommandations portent sur les cas où vous pensez qu'ils ont eu une exposition à risque élevé. Ils peuvent présenter des symptômes qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Pour moi, c'est le contexte dans lequel j'utilise le terme « suspect ». Et c'est suspect dans le sens où vous voulez mettre en place des précautions supplémentaires pour ce résident ou ce patient en particulier. Michel, avez-vous autre chose? Rien à ajouter, Sandra. Exactement. Ce sont les patients pour qui vous prenez des précautions supplémentaires parce que vous craignez qu'ils aient le SRAS-CoV-2 ou qu'ils soient en incubation. D'accord. Je continue sur ce thème. Alors, un bon scénario dans un foyer de soins de longue durée, par exemple, ou dans une maison de retraite où il y a une éclosion. Dans le scénario, il y a une éclosion dans une unité entière. Il y a des questions sur le pays dans cette situation. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui prend des précautions supplémentaires, mais comme c'est une unité d'éclosion, le personnel, les visiteurs et d'autres devraient-ils utiliser le pays en dehors des soins de chevet avec une personne dont le cas est confirmé, suspecté ou probable? Dans le contexte d'une unité d'éclosion, je crois que c'est ce que vous avez dit, Tim. Ça peut dépendre. Ça dépend parfois d'où vous en êtes dans l'éclosion. Et ceux qui sont ici aujourd'hui le savent très bien parce que vous intervenez toujours. Lorsqu'une éclosion est déclarée, la santé publique intervient activement. Et si c'est au tout début d'une éclosion, dans une unité particulière où l'on se préoccupe davantage de l'endroit où la transmission a lieu, on n'a pas identifié la source ou on a l'impression qu'il y a peut-être plusieurs personnes en incubation. Dans ce cas particulier, on parle de l'utilisation du respirateur N95 dans les chambres des résidents ou dans les aires communes de l'unité. Ce pourrait être une considération. Cependant, à l'autre extrémité du spectre, lorsqu'une éclosion est en phase de résolution et qu'on a identifié des cas clés qui devraient toujours faire l'objet de précautions supplémentaires, alors on peut envisager le masque médical, le masque universel, puis le port du respirateur N95 pour les soins directs aux cas positifs ou suspectés. Mais je pense que cela dépend vraiment d'où l'on se trouve dans le spectre d'une éclosion et où l'on voit l'épidémiologie et dans quelle mesure on pense que la transmission est bien contrôlée dans l'unité. Et lorsque des foyers de soins et établissements de soins actifs nous contactent, on leur dit toujours de travailler de près avec des gens comme vous, le Bureau de santé publique local, pour déterminer comment vous voulez gérer cette éclosion en particulier. D'accord, merci. Quelques autres questions sur l'enlèvement de l'EPI. Et avec ça, bien que je n'aime pas ce terme, l'utilisation prolongée. Donc, dans des circonstances normales, et on n'est certainement pas dans une période normale, la pratique exemplaire en matière de PCI indique que si quelqu'un fait l'objet de précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes, une fois l'interaction terminée, c'est-à-dire à la sortie de la pièce, on enlève l'EPI. Mais il y a des questions très légitimes, à savoir s'il y a des situations
en particulier dans le cas des respirateurs N95, où l'on n'aurait pas nécessairement besoin d'enlever cet EPI à la porte? Et j'imagine que cela dépend du type d'activité ou d'interaction. Vos commentaires? La Dr. Science travaille beaucoup dans l'espace clinique en ce moment. Elle voudra peut-être aussi parler de l'utilisation prolongée. On a toujours dit que l'on veut s'assurer que les gens ne choisissent pas comme première option de prolonger l'utilisation d'un vêtement de protection. Mais je comprends qu'il peut y avoir des circonstances où l'utilisation est prolongée. Il est tellement important que les gens ne touchent pas et ne manipulent pas leur masque régulièrement, qu'ils pratiquent l'hygiène des mains au cas où ils touchent leur respirateur par inadvertance. S'ils doivent l'enlever ou l'ajuster, ils doivent le remplacer. En règle générale, on n'encourage pas la réutilisation des respirateurs. L'utilisation prolongée n'est pas la même chose que la réutilisation. Je m'arrête ici, car la Dr. Science pourrait vouloir intervenir. Merci, Sandra. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tim, vous avez fait allusion aux pratiques exemplaires. Mais concrètement, il peut arriver qu'une utilisation prolongée soit nécessaire. Pour appuyer le point de Sandra, il est très important d'évaluer votre interaction et de faire votre évaluation des risques. Et si vous allez dans la pièce, que vous faites une IMGA ou une autre tâche où vous êtes conscient que l'extérieur du masque peut devenir plus fortement contaminé, il sera approprié de le changer par rapport à une brève interaction dans la salle où l'utilisation prolongée peut être raisonnable. Mais il faut s'assurer que les gens comprennent certains des risques associés à une utilisation prolongée, c'est-à-dire éviter de toucher leur masque, se laver fréquemment les mains et toutes ces choses. Pardonnez-moi le jeu de mots, mais je vais superposer une question à la précédente. Et c'est en fait une question sur la superposition. Il y a eu quelques questions sur ce scénario où on ne veut peut-être pas changer le N95. Alors pourquoi ne pas mettre un masque médical par-dessus et que ce soit celui que l'on change? Et je sais qu'on ne devrait pas le faire. Mais si vous pouvez en parler, parce qu'il y a eu quelques questions à ce sujet. Eh bien, on a eu cette discussion par le passé. Votre question ne nous surprend donc pas, Tim. Il y a des préoccupations auxquelles les gens doivent penser lorsqu'ils décident « Ce serait une excellente façon de préserver mon respirateur N95 un peu plus longtemps. » Tout d'abord, il peut être difficile pour certaines personnes de manipuler un autre masque et de le mettre sur leur respirateur, car ça peut nuire à la respiration. Alors, du point de vue de la santé et de la sécurité au travail, il faut se demander, est-ce que cela nuit à ma propre capacité de respirer confortablement? Est-ce que je manipule ou ajuste ce masque externe trop souvent? Voilà donc deux aspects à considérer. Il faut aussi s'assurer que cela n'interfère pas avec le test d'ajustement. On porte un respirateur ajusté pour une raison. Donc, si on met un autre masque par-dessus qui pourrait interférer avec le N95 ou créer un espace entre le masque et le visage et ne pas fournir l'étanchéité essentielle recherchée lorsqu'on porte un respirateur, alors ce sont des choses qu'il faut considérer avant de le faire. Dr. Science, avez-vous quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à ajouter, Sandra. D'accord, merci. Je suis conscient du temps. Il y a quelques autres questions que j'aimerais aborder.
La première concerne le libellé que l'on utilise dans le rapport technique. On dit à quelques endroits N95 ou l'équivalent. Excellente question. Qu'est-ce que l'équivalent? Et je sais que l'utilisation des masques KN95 et FN95 est répandue. Et il y en a toute une variété. Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie comme équivalent? Oui, je peux répondre en premier. Il existe de nombreux modèles de respirateurs sur le marché, y compris le KN95 dont vous avez parlé, le FFP2 et autres. Certains d'entre eux peuvent répondre aux normes d'efficacité des filtres, mais ce n'est pas le cas de tous les modèles. Si le modèle de respirateur répond aux critères de filtration, il doit quand même être bien ajusté si on veut l'utiliser comme un équivalent au N95. Si le modèle ne répond pas aux critères d'efficacité de filtration, il ne peut pas être considéré comme un équivalent à un respirateur N95 bien ajusté. Excellent. Merci beaucoup. Je veux aussi attirer votre attention sur la fenêtre de clavardage. En rapport avec la question à laquelle la Dr. Science vient de répondre, il y a quelques liens vers un site Web de Santé Canada qui traite davantage des masques dont l'utilisation est approuvée. J'espère que vous y retrouverez des renseignements supplémentaires. Et laissez-moi voir. Je suppose que la dernière question à laquelle nous aurons le temps de répondre concerne le rapport technique produit par Santé publique Ontario et le CCPMI. Et je suppose, Sandra, que je vais insister sur ce que vous avez dit dans votre présentation. Et la différence entre une recommandation de SPO et du CCPMI et les directives provinciales. C'est probablement une bonne occasion pour nous de simplement renforcer la différence. Oui. Je pense qu'il est important de souligner que l'un des rôles de Santé publique Ontario est de fournir des conseils scientifiques et techniques. Ces conseils sont partagés avec des gens comme vous dans le webinaire d'aujourd'hui et avec le ministère également. Cette information est prise en compte, puis les directives ou décisions sont prises par le ministère et ce sont les directives à suivre. Mais nous pensons qu'il est vraiment important de vous faire savoir où nous, à SPO, avons trouvé les données probantes et comment nous les suivons. Et comment nous nous assurons de pouvoir fournir les meilleurs conseils possibles à vous et au ministère. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Sandra et Dr. Science, d'avoir présenté le webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous les participants d'avoir posé des questions dans la fenêtre de clavardage. À la suite de ce webinaire, vous recevrez un sondage par courriel. Veuillez prendre quelques minutes pour y répondre. Cela aide vraiment SPO à faire un suivi et à améliorer la façon dont nous présentons ce type d'informations. Je veux aussi dire que je sais que ce n'est pas seulement à cette période de l'année, mais que tout le monde est très, très fatigué. Et je sais qu'Omicron a mis encore plus de pression pas seulement dans les bureaux de santé publique, mais dans tout le système de santé et dans d'autres milieux aussi. Et de la part de SPO, merci beaucoup à vous tous pour le travail que vous faites. On sait tous que c'est difficile, mais on sait aussi qu'on doit continuer et on va s'en sortir. Mais ça va juste nous prendre un peu plus de temps, malheureusement. Sur ce, merci encore une fois pour votre participation et bonne fin de journée.